Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur cette libre antenne d'Europe 1. Heureuse de vous y accueillir avec vos hauts et vos bas dans la douceur et l'intimité qu'offre la nuit. Heureuse parce que vous osez exposer à l'antenne des choses que nous réfléchissons ensemble et qui éclairent nos auditeurs et ce sur quoi ça les interroge. Et vous leur apportez par votre témoignage également un soutien. Heureuse aussi parce que ces auditeurs ou d'autres rebondissent et ainsi participent par le biais de vos mails ou SMS. Heureuse parce que c'est donc toute une communauté d'hommes et de femmes qui sont ainsi en lien. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots, disait Luther King. Donc soyons joliment ensemble au 39 21. La gentillesse de Quentin et de Corentin vous accueille au 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit pour vos SMS ou sur le site europe1.fr à la rubrique Libre Antenne pour vos mails. Europe 1. Catherine Blanc. Europe 1. Catherine Blanc. Et à la réalisation de cette émission ce soir, Andreas Papazian. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Catherine. Alors, dites-moi, je vous écoute. Que vous arrive-t-il? De quoi voulez-vous me parler? Voilà, alors moi j'appelle parce que je suis vraiment en inquiétude extrême. Suite à des soucis de santé, je devrais reprendre mon travail en septembre et je ne sais pas comment faire. Depuis 2 ans, suite à un cancer, je suis en convalescence depuis 2 ans et j'apprends à me centrer sur moi-même, je me découvre et donc voilà, je me sens un peu quand même, pour vous dire réellement, je me sens fragilisée encore pour reprendre le travail, mais je sais plus où j'en suis. J'aimerais être éclairée de ce côté-là et que vous me disiez au moins ce que vous en pensez, me conseillez. Voilà, donc je ne sais pas si continuer en convalescence ou reprendre mon travail. Alors, dites-moi un petit peu, donc vous avez 58 ans Brigitte, hein, c'est ça? Voilà, j'ai 58 ans, c'est mon 2e cancer, j'ai une maladie chronique également. Et depuis 2 ans, je suis en convalescence et je travaille dans le domaine santé. Voilà, je suis à l'écoute de personnes en difficulté dans un lieu de vie. Et mon poste de travail devrait être supprimé. Et j'apprends par les collègues que si je reprends mon travail, ce serait un travail avec l'équipe éducative, mais pas un travail et responsabilité comme auparavant. Ce que vous vivez douloureusement ou au contraire ça augure d'un peu plus de calme, un peu plus de latitude pour vous? Pas du tout, parce que auparavant j'avais un poste à responsabilité et j'étais vraiment bien dans ma tête et en rapport avec les personnes que j'accueillais, alors que là je devrais subir le stress, enfin le milieu professionnel, le stress, vous savez, dans le social, c'est vraiment important. Le stress, les personnes qu'on accueille, voilà, toute cette difficulté. Et puis moi, je préfère avoir un poste à responsabilité que de me retrouver avec une équipe éducative, alors que je n'ai jamais travaillé avec, quoi. Je sais le stress que ça ça m'angoisse, hein, vraiment. Et à la fois avoir un poste à responsabilité, c'est aussi générateur de stress. Donc, mais simplement, vous connaissez ce cadre-là, donc vous êtes moins stressé parce que vous en avez une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance. Ça fait 25 ans et là, mais je ne voudrais pas arrêter mon travail dans le social du fait que ça fait 25 ans et que j'ai toujours eu des problèmes de santé et ça a toujours été des méchancetés dans mon milieu professionnel en disant bon, qu'est-ce que tu viens faire travailler, reste chez toi, tu as des soucis de santé. C'est vrai que tout au long de mon travail, j'ai toujours eu des problèmes de santé et de ce côté-là, on me le faisait ressentir tout au long des années. Mais là, à 3 ans de la retraite, 3 ans, 4 ans de la retraite, j'aimerais terminer mon
mon travail dans de bonnes conditions, mais pas dans la maladie, vous comprenez? Bien sûr, je comprends très bien. Et alors, justement, cette envie de retourner travailler, outre bien sûr le stress, c'est le stress du nouveau poste et donc d'être déstabilisé et puis d'être confronté à quelque chose que vous identifiez comme étant plus stressant que ce que vous faisiez auparavant. Ceci mis à part, est-ce que vous avez une envie de travailler pour avoir du lien social, pour vous rendre utile? Par rapport à rester chez vous et prendre soin de vous, puisque vous avez appris à vous connaître, puisque souvent, effectivement, la maladie, et puis qui plus est la maladie grave, avec ce qu'elle suppose de dangerosité, de mort, fait aussi reconsidérer la vie. Donc, vous pourriez aussi vous proposer un autre élan, et pas nécessairement professionnel. Donc, qu'est-ce qui vous fait aller vers l'envie de faire ces 3 dernières années, une obligation, un désir, et si désir il y a, pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais je sais pas, parce que là, depuis 2 ans, je me découvre, je fais des tas de choses, je me suis retrouvée toute seule puisque mon ami m'a laissé tomber. Donc, j'étais seule avec moi-même pour la première fois de ma vie. Simplement l'équipe médicale qui m'a vraiment soutenue. Et puis l'association, la Ligue sur le cancer, qui est là constamment. Donc je suis rien qu'avec l'équipe médicale et moi-même. Donc je me découvre depuis 2 ans, mais seulement 2 ans. Alors que j'ai toujours pensé aux autres, à mon travail, j'ai toujours pensé aux autres, à mes parents, à ma famille, mes relations amicales, mon ex-compagnon, tout ça. Et là, depuis 2 ans, je me découvre et c'est vrai que l'association, la Ligue sur le cancer, ils sont vraiment formidables, puisque j'apprends à faire du Reiki, des tas de choses qui me font du bien. Et là, je me dis, c'est vrai que je me connais pas, je ne sais pas parler de moi, je me découvre, je ne sais pas. Je n'arrive pas à parler de moi-même. Alors, est-ce que l'erreur que je vais... Mon médecin traitant n'est pas d'accord, mais n'est pas OK pour que je reprenne. Hein. Voilà, je vous dis franchement. Il me dit, ce serait bien de terminer l'année 2016 comme ça, de penser à vous et de terminer tout ce que vous avez à faire de bien pour vous. Et après, vous verrez en 2017. Mais je n'arrive pas à parler de moi-même. Je ne sais pas. Je ne sais pas les besoins que je peux... Je ne sais pas. Je suis tellement dans l'émotion, dans la sensibilité. J'ai toujours pensé aux autres et moi-même, je me suis vraiment enfermée, toujours en étant à la découverte des autres, de faire du bien. Je n'ai jamais pensé à moi-même. Hein. Alors évidemment, faire du bien aux autres est aussi une richesse pour soi, bien sûr. Mais quand c'est pour se fuir, quand c'est pour passer au second plan, on fait au contraire le lit de la maladie, bien sûr, sans mettre tout ça sur le compte de la psychologie. N'empêche quand même que ça y participe. Hein. Donc effectivement, prendre soin de soi ne veut pas nécessairement dire ne rien faire ou ne pas aller se confronter au réel, parce que je crois aussi que dans le fait d'aller travailler, c'est participer d'un grand mouvement, j'allais dire du monde. C'est aussi participer de son propre apport. Et évidemment, quand on a des maladies aussi graves que le cancer, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qu'impose cette maladie, de fait, se sentir vivant et utile participe de la guérison aussi, mais à la condition, et c'est en ce sens que je rejoins votre médecin traitant, à la condition que ce soit dans un respect de vous. Sinon, vous allez à nouveau remettre de l'huile sur un feu qui n'est peut-être pas tout à fait apaisé. Donc, en ce sens, le travail peut être une source d'épanouissement formidable, une source de révélation et de découverte de soi, ou une façon de se fuir. Et effectivement, quel que soit le poste que vous ayez, les deux sont possibles. Et là, c'est bien de votre responsabilité, ce que vous arrivez à faire entendre, ce que vous pouvez défendre pour vous-même, ou ce que vous avez envie de découvrir pour vous-même, qui compte et qui fait évidemment la différence entre le subir et du coup vous renvoyer dans un déni de vous jusqu'à un épuisement qui, encore une fois, réveille la maladie, ou
au contraire en faire l'expression d'une joie et donc d'une vie, d'un élan qui lutte contre la maladie, sans l'arrêter pour autant, mais qui lutte contre la maladie de fait. Donc, ce que j'entends en tout cas, c'est que vous allez si vous reprenez, vous allez devoir investir un nouveau poste qui vous inquiète, qui vous stresse, et évidemment que là, pour le coup, on n'est pas dans la tranquillité dont vous auriez besoin. Maintenant, quel est ce stress? Est-ce que c'est parce que c'est de l'inconnu et peut-être vous y découvrirez d'abord des gens avec qui travailler, avec qui ça se passera très bien. Vous y découvrirez aussi des projets ou une action qui pourrait tout à fait vous convenir. Mais pour l'instant, tout ça me semble... c'est un grand point d'interrogation et donc sujet à inconnu et donc à inquiétude pour vous par rapport à un travail que vous maîtrisiez, évidemment. Alors, est-ce que d'abord vous avez un peu l'idée d'avec qui vous travaillerez et les sujets et ce sont des sujets qui ne vous intéressent pas, ou simplement votre inquiétude est simplement liée, ce qui est déjà beaucoup, mais liée à l'inconnu, l'idée que vous vous en faites plus que le réel de ce que vous auriez éprouvé? L'inconnu, pas vraiment, parce que ce sont des personnes que je connais déjà. Oui. Mais le poste de travail, oui, je vais être en fait avec une équipe. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un poste de responsabilité. Et pour moi, je suis adaptée à... Je suis très sociable, mais bon, je connais le système et j'appréhende parce que j'ai tellement été entourée de méchanceté vis-à-vis de mes soucis de santé que j'appréhende de ce côté-là. Parce que ce sont les personnes que vous allez retrouver. Les personnes qui ont été méchantes font pas... Oui, mais pas par rapport aux cadres, parce que les cadres, ça se passe très bien avec moi. Mais par rapport au poste que je vais, voilà, toutes les personnes que je vais revoir. Et voilà. Et j'appréhende, je me dis, je pense, enfin, je sais pas, mais je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais d'après ce que je vous en dis, je me sens encore fragilisée pour reprendre, mais je sais pas, comme je me découvre vis-à-vis de mon intérieur, de moi-même, de me faire du bien, je me dis peut-être que je suis encore fragilisée, mais en même temps, j'adore mon travail. Pour moi, c'est vrai que c'est une passion de recevoir des gens qui sont en difficulté, de leur faire du bien, d'être à l'écoute. Voilà mon métier. Mais en même temps, je me dis, c'est pas que le travail qui compte. J'ai toujours pensé à mon travail, je me suis toujours oubliée. C'est pour ça que je ne veux plus faire d'erreurs. Et c'est vrai que les maladies que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est peut-être un stop de tout ça, quoi, de tout ce que j'ai. Je me suis pas fait du bien et j'ai toujours pensé. Voilà, je pense que. C'est un arrêt de tout ça, je pense. Ça fait 2 ans, mais bon, je sais plus. Moi, c'est pour ça que je souhaitais, Catherine, vous en parler parce que je n'arrive pas à parler de moi. Je sais plus où j'en suis. Je suis perdue. Je sais plus. Alors, je dirais plus que de ne pas arriver, vous vous en donnez pas le droit. Et alors, voilà. Justement, ce qui est intéressant, c'est que à la fois vous dites je suis passionnée par mon travail et je veux y retourner. À la fois, votre médecin traitant vous dit non, je crois que ça n'est pas bien. Vous devriez terminer cette année tranquillement et vous réenvisagerez ce questionnement en 2017. Et en même temps, vous me dites vous-même que vous avez tellement essuyé de méchanceté, vous avez tellement... ce qui est curieux, c'est qu'est-ce qui fait que, alors que votre médecin a un souci de votre bien-être, que vous découvrez combien il est urgent de vous donner le droit de vous soigner, au sens, pas que le soin de la maladie, mais le soin à sa portée au quotidien, c'est-à-dire du respect de soi. Qu'est-ce qui fait que vous voulez aller vous mettre dans la gueule du loup si vous considérez que vous allez devoir travailler avec des gens qui sont ces loups-là? Parce qu'encore une fois, si on pourrait se dire, allez travailler, vous n'êtes pas, vous avez
essuyé 2 cancers et d'autres maladies. Et donc, vous avez une santé qui est fragile, mais qui aussi se redresse régulièrement. Enfin, vous vous redressez régulièrement. Et le travail, comme disait la chanson, c'est la santé. Bon, après, ne rien faire, c'est la conserver, disait la phrase suivante. Mais le fait est que travailler aussi, c'est participer d'un élan de vie. Donc c'est formidable de travailler. Ceci étant, vous me parlez d'un contexte de travail qui est un contexte d'abord de poste que vous trouvez anxiogène parce que il sera beaucoup plus soumis à un stress que ce que vous aviez l'habitude de faire. Et par ailleurs, vous allez travailler avec des gens qui ont été méchants avec vous. Et il faut comprendre que la méchanceté, elle est humaine, et quand on a tous en nous une part d'agressivité potentielle, plus ou moins développée chez les uns, chez les autres, compensée par de la culpabilité pour les uns ou pour les autres ou pas. Et quand il y a quelqu'un de fragile, eh bien, par peur, en quelque sorte, par peur de la maladie soi-même, par besoin d'évacuer son stress et son agressivité, eh bien, l'être humain a une fâcheuse tendance à trouver le maillon faible. Et donc, celui qui est malade est le maillon faible. Et au lieu d'être dans l'entraide, qui est pourtant le propre de l'humain qui a un cerveau et qui mesure l'urgence d'aider l'autre, la nature humaine, donc pas celle qui réfléchit et qui mesure et soupèse l'enjeu de la communauté, mais la nature humaine individuelle est plutôt de tirer sur l'ambulance. Donc manifestement, c'est un peu ce qui se passe dans l'équipe avec laquelle vous avez travaillé ou vous travailleriez en rentrant. Donc la question, évidemment, c'est est-ce que vous êtes bien sûr, alors que votre médecin lui-même dit que vous avez besoin encore, même si tout est au vert, vous avez besoin encore de vous redresser, de vous relancer, de relancer votre énergie, etc. Êtes-vous bien sûr d'avoir envie de vous mettre dans la gueule du loup ? Tout en vous disant par ailleurs que je trouve formidable de travailler, parce que travailler oblige à se mettre en fonction, et comme ça oblige à se mettre en fonction, ça oblige à chercher nos ressources, et ça oblige à développer nos ressources. Il y a quelque chose dans le fait de ne pas travailler qui peut entraîner quelque chose de très dépressif. Donc, voilà, c'est ça, je déprime, je tourne en rond, à part l'équipe médicale, le monde médical, c'est tout ce que je rencontre. Je n'ai plus de relation amicale, je suis seule avec l'équipe médicale. Je ne vois que l'hôpital et tout ce monde-là. Je suis vraiment, malgré que mon médecin me dit que je ne suis pas déprimée, mais c'est vrai que ce rôle de victime et de bouc émissaire, moi, j'appréhende encore dans le niveau professionnel. Donc, alors c'est ambigu parce que je me dis qu'est-ce que je fais ? Je reste à la maison, me fais encore du bien avec les associations etc. Qu'est-ce que je fais où je reprends le travail si c'est très tôt et je vais me remettre comme ça dans la gueule du loup et à ce qu'on me fasse encore du mal pour que je retombe malade. Et vraiment, j'ai plus envie. Moi, avec les chimios et tout, j'ai trop souffert. Alors justement, c'est ça. Traitements, ça a été le bouquet, là. Non, vraiment, j'en peux plus, Catherine. Alors justement, c'est ça qui est incroyable, Brigitte. C'est que vous me dites, je n'en peux plus, et vous me dites, je veux aller travailler. En fait, voilà, c'est comme si vous forcez dans un projet et vous criez au secours parce qu'il y a quelqu'un qui vous force. Or, ce quelqu'un, c'est vous. Voilà. C'est vous qui vous forcez à tendre vers quelque chose qui vous angoisse au plus haut point, qui vous met dans une fragilité. Alors, du coup, ça pose la question, pourquoi cette obsession à aller vous remplir dans le cadre professionnel, plutôt que de chercher... plutôt que de tourner en rond chez vous, cherchez dans un autre espace matière à communication avec les autres, à entraide avec les autres, mais une entraide réciproque, partagée, et pas simplement vous qui aidez les autres dans un mépris de vous-même. Voilà, quelque chose qui permette justement, d'être en adéquation avec votre rythme, avec l'énergie qui est la vôtre,
l'autre, avec les temps dont vous avez besoin pour vous, les temps de recul, plutôt que de vous mettre tout d'un coup la rate au courbouillon, où on attend, parce que vous comprenez bien aussi, Brigitte, que dans une équipe qui se veut être efficace, elle se veut être efficace et elle veut avoir des collaborateurs efficaces. Et même si chacun individuellement peut entendre la limite qui est la vôtre, évidemment qu'ils ont une sorte de sentiment d'un privilège, et alors je le mets entre super guillemets, de la maladie qui vous fait avoir le droit d'être moins efficace. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça Voilà, génère c'est ça. une sorte d'agressivité parce qu'il y a un sentiment de déséquilibre et de ne pas pouvoir compter sur quelqu'un qui un jour peut ne pas pouvoir venir parce qu'il est épuisé, ce qui est pourtant éminemment légitime. Voilà, tout à fait. Mais vous savez, Catherine, j'ai l'impression d'être punie par ces maladies, d'être punie, mais c'est fort dans moi, c'est fou ce que je ressens au niveau émotionnel. J'ai l'impression d'être punie, de pas retourner à mon travail parce que je suis punie par rapport à ces maladies. C'est assez fort ce que je ressens. Alors justement, de toute façon, vous n'êtes pas. Alors c'est intéressant parce que la notion de punition, elle renvoie du coup à qu'est-ce qui dans votre histoire vous fait être. Vous voyez, vous dites puni et vous m'avez dit par ailleurs que vous étiez toujours dans le soin de l'autre. Donc c'est comme si vous aviez le sentiment. Ces deux phrases que vous dites, être dans le soin de l'autre et être puni, vont dans le même sens. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'aviez pas le droit de vous occuper de vous, que vous aviez un devoir, et que si vous n'êtes pas dans le devoir que vous vous êtes imposé au nom de je ne sais quoi de votre histoire personnelle, eh bien vous risquez d'être puni. Il y a une idée d'un devoir et d'une punition qui sont liées l'une à l'autre, enfin ces deux idées, et il vous faudrait justement réfléchir, Brigitte, quel est le lien entre ce que vous me dites, c'est-à-dire une maladie qui vous tombe dessus profondément, non, vous dites pas injuste, mais une punition, comme si c'était sciemment contre vous pour vous punir d'une chose que vous n'auriez pas bien fait, vous qui êtes par ailleurs qui avez par ailleurs la propension à être systématiquement dans le soin de l'autre et dans le déni de vous. Donc il y a quelque chose comme si vous étiez donné cette mission ou que l'on vous avait donné cette mission dans votre histoire ou votre petite enfance, enfin un rôle à jouer de déni de vous et de soin de l'autre, et c'est comme si vous aviez le sentiment que vous n'avez pas suffisamment pris soin de l'autre, que finalement vous avez été puni, et quand vous arrivez avec votre plainte qui est la maladie c'est une plainte, eh bien on vous renvoie que ça n'est pas acceptable, on est agressif avec vous, méchant avec vous, et du coup vous avez le sentiment, ça renforce le sentiment d'une culpabilité, et il y a quelque chose à éclaircir là-dedans. Et plutôt que d'aller vous mettre dans la gueule du loup, ou alors de toute façon si vous allez travailler, il faut bien tenir compte, vous pouvez pas aller travailler dans le déni de la maladie puisque vous n'êtes pas accepté par les gens de fait comme ayant la même énergie qu'eux, puisque vous ne l'avez pas. De fait, ça vous donne un autre statut. D'ailleurs, il y a des tas de SMS qui arrivent sur la question justement d'un statut inhérent à la posture de malade et de rémission, etc. À savoir un statut alors handicapé handicap disent les uns. Enfin voilà, vous voyez, il y a de toute façon à accepter que vous n'êtes pas toute puissante, vous êtes fragilisé par la maladie et que vous êtes limité de fait par la maladie et le besoin de vous réparer, sinon vous allez droit dans le mur, bien évidemment, parce que c'est une maladie grave. Oui, tout à fait, oui, parce que je suis encore en rémission, et là, malgré que les gros traitements sont terminés, mais bon, je suis toujours sous contrôle. Et c'est vrai que septembre, ça approche, et voilà, avec tout ce que vous me dites, je me rends compte que je me découvre depuis peu, et puis je suis pas encore, je suis encore fragilisée. C'est sûr que si je vous appelle, c'est voilà. Et puis en plus, je m'occupe de mes parents qui sont très âgés au niveau administratif, et je suis dans le soin de mes parents et tout, et donc j'ai beaucoup de charges, c'est vrai, en moi
qui font que j'ai pas su penser à moi et toujours aux autres, mes parents, etc. Et là, je me rends compte que j'ai besoin de continuer à penser à moi et à me faire du bien Alors ça, et puis jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, et c'est parce que sinon, cette idée que vous n'êtes pas dans la capacité et que vous êtes épuisé et que c'est trop dur, etc., vous allez arriver avec votre plainte. Votre plainte va générer de l'agressivité et du coup, vous allez continuer à nourrir cette idée d'hostilité qui vous entoure, qui ne fait pas de bien du tout à votre émission. Après, on peut travailler effectivement, comme le dit une auditrice DRH, vous pouvez aussi vous dire que vous travaillez avec un temps partiel, enfin un mi-temps thérapeutique. Tout ça, évidemment, sont des choses qui sont à considérer, mais de toute façon, que ce soit un mi-temps thérapeutique ou que ce soit un plein temps, si votre poste ne pouvait pas permettre le mi-temps, de toute façon, il faut bien considérer que si vous venez avec cette idée même que c'est dur, que ça vous angoisse, eh bien, de toute façon, vous allez être difficile à vivre pour les gens avec qui vous allez travailler, et vous allez aller exactement là où vous craignez d'aller, c'est-à-dire dans l'hostilité qui a nourri toutes ces dernières années. Finalement un terrain de fragilité qui nourrit évidemment la maladie. Oui, tout à fait. Il faut que je me sente prête de reprendre et ne pas être indécise comme ça. De toute façon, l'indécision, ça permet aussi de se dire qu'on ne se sent pas prêt. Hein. C'est certain. Hein. Mais je sais plus. En tout cas, il y a une personne qui a envoyé un SMS. Les SMS sont pas signés, donc je ne peux pas dire les prénoms. Mais sinon, une personne qui vous dit avoir vécu la même chose et que à sa place, eh bien, elle attendrait 2007 et pendant ce temps de rejoindre des associations à mi-temps ou à temps partiel pour élargir le champ de vos activités caritatives, par exemple, sans perdre de vue évidemment vos propres besoins. Voilà, tout à fait. Voilà, bon, mais de toute façon, vous m'avez bien éclairé, là, En tout cas, c'est pas tellement moi qui vous ai éclairé, hein, c'est vous, parce que c'est vous qui me dites, je n'en peux plus. Et c'est ce que je voulais justement que vous entendiez. C'est-à-dire, vous dites, je vais y aller contre l'avis de mon médecin, alors que je n'en peux plus. Peut-être que vous pouvez enfin vous donner le droit d'aller à votre rythme et de sortir de cette idée de devoir et de punition à la clé. Voilà, de punition, de devoir, d'indécision, de tout ça. Oui, mais aussi vous m'éclairez parce que en étant à l'écoute, ça m'aide énormément du fait que le soutien psychologique que j'ai à l'association La Ligue sur le cancer, ils sont en vacances durant 15 jours. Donc, je suis totalement seule et puis c'est vrai que je vous remercie infiniment du fond de mon cœur de me recevoir ce soir parce que pour moi ce soir je vais bien dormir cette nuit. Parce qu'au moins, j'ose espérer que ça ne sera pas que cette nuit, Brigitte. De rumination dans ma tête et vous m'avez bien éclairé et je pense que je vais continuer à me faire du bien à 100%. Bon, mais alors commencez par dormir pour vous faire du bien parce que tout votre corps a besoin de ce temps de repos. Ah oui, vraiment, parce que c'est l'horreur. La chimiothérapie, c'est quelque chose je peux pas dire, c'est horrible, hein, horrible. Hein. Moi, j'avais l'impression de partir dans cette chambre, que j'allais dans un camp de concentration. Je peux pas parler de ça tellement c'était vraiment fort et toute seule, c'est vraiment l'horreur. Heureusement que oh là là, l'équipe médicale, vraiment, c'est un soutien formidable et heureusement, on n'est pas tellement totalement seul. Il y a toujours quelqu'un qui soutient, qui tend la main. C'est heureusement d'ailleurs, parce que je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. Eh bien, voilà, mais vraiment, Catherine, je suis très très heureuse de vous parler ce soir et d'avoir pris mon appel parce que pour moi c'était très très important ce soir de m'éclairer de ce côté-là. Eh bien, j'en suis heureuse. Eh bien, vous m'avez bien soutenue et vraiment là,
je vais continuer dans ce sens-là, Voilà, dans de bonnes conditions. Sachez vous entourer de qui vous fait du bien. C'est vous faire du bien et vous entourer de qui vous fait du bien. Voilà, Oui, et vous laisse de la tout à place. fait. Je vous remercie infiniment du fond de mon cœur. Je vous en prie. Très bonne soirée. Bonne douce rentrée. et douce Merci nuit. beaucoup, Merci Catherine. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à la Libre Antenne et à Europe 1 pour tout ce que vous faites. Merci. Vous êtes adorable. Très bonne soirée. Europe 1. Catherine Blanc. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous les auditeurs. J'écoute votre émission depuis 2000 et il m'arrive parfois, si le cas correspond au mien, de prendre pour moi les conseils que sont prodigués. Et je voulais remercier d'abord Europe 1 d'avoir créé cette émission parce que je pense que ça nous fait tellement bien que je dis que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Eh bien écoutez, ça sera une proposition à faire. Eh bien voilà, je l'ai dit sur l'antenne. Très bien. À bon entendeur. Exactement. Bon. Alors dites-moi, que vous arrive-t-il Nathalie? Alors voilà, je rencontre des hommes bizarres depuis 4 ans. Je ne sais pas pourquoi. Quand je dis bizarre, le premier c'était donc en 2012. Il était bien sur tous les rapports et puis il m'a dit qu'il était séparé de sa femme. Mhm. Et au bout de 3 mois, je découvre qu'il n'est pas du tout séparé, qu'il est bien marié. Et le couple vraiment solide. Mhm. Alors quand je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, il dit c'est rien du tout, de toutes les façons je n'ai rien avec elle, je dors plus avec, et puis en quoi ça te gêne, de toutes les façons elle habite une autre ville, je suis ici avec toi. Bon, j'ai dit oui mais moi ça me gêne. Mhm. Et ensuite je découvre qu'il n'y a pas que sa femme, mais aussi il commence à courtiser les femmes devant mes yeux. Mhm. Et finalement, sa proposition, il dit, écoute, c'est pas grave, tu seras ma sultane. Je dis, qu'est-ce que c'est ta sultane? Il dit, voilà, j'ai ma femme et puis je suis avec toi, mais si je rencontre quelqu'un qui me plaît, tu vas servir de couverture. Je dis, ça va pas. C'est-à-dire servir de couverture. C'est-à-dire que comme moi, je m'occupais de ses petits-enfants et que je connaissais toute sa famille, donc il aurait fallu que quand lui, il allait faire les escapades de temps en temps, que je dise qu'il est avec moi. D'accord. Donc bien sûr... C'est ça vous laisse très peu de place tout ça. C'est-à-dire que j'estimais qu'il portait honneur à ma dignité et à ma personne. Oui, c'est pas vous et qu'il ne me respectait pas. Voilà, et qu'il ne me respectait pas. Oui, en fait, le fait de ne pas vous respecter, c'est surtout, voilà, c'est dans le sens où il ne respecte pas votre désir de lien. Il ne regarde la relation que du point de vue de son lien, de son besoin à lui. Voilà. Donc c'est effectivement absolument pas respectueux de votre personne. Bon, donc moi j'ai décidé de rompre. Ça a été très difficile. C'était très difficile parce que ça a duré un an. C'était très très difficile parce qu'il ne lâchait pas, entre guillemets. Et puis un jour, je lui ai dit, si c'est comme ça, je vais vendre mon appartement et je vais partir ailleurs. Il m'a dit, même si tu vends ton appartement, moi je vais vendre ma maison et je vais m'installer près de toi. Bon, écoutez, je ne vais pas m'arrêter longtemps sur ce cas parce que de toutes les façons, il essayait de manipuler tout le monde, de profiter de tout le monde. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'ai quand même eu le courage de rompre. Alors, au bout de, je sais pas, moi, 10 mois, je rencontre quelqu'un d'autre qui me paraît très très bien, libre, tout, mais au bout de 6 mois, je découvre qu'il est... Je ne vous entends pas très bien, vous vous êtes éloigné du micro. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, voilà, là, je vous D'accord, retrouve. effectivement, je m'étais éloignée. Donc, je rencontre quelqu'un d'autre qui paraît bien, qui me demande un mariage en très peu de temps. Je suis surprise. Et puis, au bout de 6 mois, je découvre qu'il est alcoolique. D'accord. Donc, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de comprendre, mais finalement, c'est pareil. J'ai décidé de m'éloigner de cette personne parce que je me suis dit que j'aurais que des problèmes. Il m'avait dit qu'il allait essayer. Il a essayé pendant 8 jours et après, non. Et puis, moi, je ne connaissais rien dans la... Bon, j'entends que c'est une maladie, j'entends que c'est difficile, mais je me suis dit, je vais pas... Bon, c'est pareil, j'ai rompu. Très bien. Mais j'ai rompu, mais c'est assez curieux. Chaque fois que je romps,
Disons, mes relations, c'est-à-dire qu'il ne m'écoute pas, il n'accepte pas la rupture, voilà. D'accord. Ok. Et j'ai beaucoup du mal à leur faire comprendre que l'histoire est finie. Mhm. D'accord. C'est pareil, ça a duré à peu près 1 an, et puis ensuite j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mhm. Et là, c'est pareil. Le dernier, je l'ai rencontré au mois de juin. Et au début août, je découvre que c'est quelqu'un qui se drogue et qui se drogue dur. D'accord. Voilà, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, en tout cas, pour les deux derniers, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont, je dirais même non, dans les trois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces trois, enfin, intéressant, ce qui est à considérer, c'est que ces trois hommes ont un point commun, c'est qu'ils trouvent certainement en vous quelque chose de l'ordre de la maman. Puisque le premier, il a besoin de pouvoir faire ses frasques, il a besoin d'une couverture et il a besoin donc d'un soutien que vous êtes censé représenter. Et vous n'êtes donc pas une femme qui est animée de ses désirs, qui a de son amour, mais vous êtes censé être sa couverture pour se permettre sa liberté, pour se permettre de vivre ce qu'il a envie de vivre selon au rythme de ses pulsions et de ses désirs. Le deuxième, il est alcoolique. Donc, alcoolique, c'est pareil, c'est un rapport de dépendance. Il y a quelque chose de très enfantin là-dedans qui renvoie, parce que les addictions sont une difficulté à faire face à ses responsabilités dans la vie de l'adulte. Et il y a quelque chose de l'ordre de retrouver une fusion une sécurité au travers l'alcool, on pourrait dire le biberon symbolique. Et donc il y a quelque chose où voilà, il vous demande en mariage, il retrouve une maman, une sécurité, parce que lui n'est pas assez capable de se porter, de prendre la responsabilité de la vie, comme le premier qui n'est pas capable de prendre la responsabilité du fait de jouer les jolis cœurs à droite et à gauche. Et le dernier, pareil, est drogué, donc il est aussi, il se drogue et là aussi, il a du mal à se confronter à la vie. Il fuit sa posture d'homme et il va chercher une sorte de doudou que représente une sorte de nirvana que représenterait la drogue pour se protéger de la confrontation avec le réel. Et vous êtes manifestement la femme qui plaît à ce type d'homme-là ces derniers temps, comme s'il voyait en vous quelque chose d'assez maternel, parce que il y a quelque chose de l'ordre du besoin de soutien. Et pas d'un élan d'amour, d'aimer une femme pour elle, pour ce qu'elle est elle, pour ce dont elle est animée elle, mais plutôt une recherche d'un soutien, d'une protection pour des hommes qui ont du mal à assumer qui ils sont, assumer leur fragilité, assumer leurs désirs, assumer leurs responsabilités. Et vous êtes à ce rendez-vous-là. Alors du coup, ça pose la question, Nathalie, de savoir pourquoi ils vous voient comme ça, ou pourquoi vous allez vers des hommes certainement qui doivent vous toucher aussi parce qu'ils ont cette espèce de fragilité que vous pouvez peut-être chercher à réparer. Alors on peut le voir dans un sens ou dans l'autre, vous prenez comme vous voulez. Qu'est-ce qui fait qu'on voit en vous, que ces hommes voient en vous quelque chose, une personne dans un rôle un peu maternel, et peut-être dans l'autre sens, qu'est-ce qui fait que vous êtes touché par ce type d'homme justement? Ben moi, je prends très bien les choses parce que de toute la façon, je pense, enfin, peut-être si je suis, enfin, c'est pas moi moi, je ne vais pas vers eux, c'est eux qui viennent vers moi, c'est eux qui me courtisent, hein, parce qu'écoutez, je ne me maquille pas, je ne m'habille pas, je suis curieuse que ce genre de personnes viennent vers moi, parce que, bon, moi, j'ai été mariée, j'ai eu un mari formidable, et je ne sais pas, je suis naïve ou je ne vois pas les choses, ou je suis ailleurs. Parce que alors, votre mari, l'histoire s'est arrêtée pour quelle raison? Parce qu'il est décédé. Il est décédé. Il y a longtemps de cela, Nathalie? Oh, écoutez, nous nous sommes rencontrés en 83 et depuis le jour de notre rencontre jusqu'à son décès, on ne s'est jamais quittés. D'accord. Nous avons passé notre vie qui fera plus de plaisir à l'autre et qui rendra plus de service à l'autre. On ne s'est jamais disputé en 13 ans. Parce qu'il est décédé en 95, d'une manière inattendue.
Et j'ai été aimée, choyée, admirée. Mais c'était réciproque, hein. C'était vraiment réciproque. Il était tout pour moi, moi j'étais tout pour lui. Et c'était un tel choc pour moi quand il est décédé, parce qu'en plus de ça, c'est une manière inattendue, puisque je lui ai parlé le matin. Et puis le soir, le responsable de SAMU me disait qu'il ne respirait pas. Moi j'ai dit, mais attendez, c'est une blague. Et j'étais tellement, disons, comment vous dirais-je, j'ai eu la sensation que la terre se dérobait, qu'elle s'ouvrait sous mes pieds, voilà. Bien sûr, mais je peux comprendre, bien sûr, bien sûr. Et j'ai mis 8 ans pour faire le deuil, 8 ans, c'est énorme. Mais je me suis sortie et ensuite je ne voulais voir personne, je voulais entendre personne, parce que j'ai vécu quelque chose de tellement fort, quelque chose de tellement unique, enfin pour moi unique. Je pense qu'il y a d'autres couples aussi qui vivent des choses. Je ne voulais voir personne, je ne parlais à personne. Et ça a duré comme ça. D'ailleurs, à un moment donné même, je pensais le rejoindre, mais je dis, j'ai pas eu le courage de me supprimer parce que je n'ai pas trouvé un moyen sûr pour ne pas souffrir. Et je me suis dit, si je me manque, je reste estropiée, ça ne sera pas mieux. Et bon, petit à petit, j'ai repris le goût à la vie. J'ai créé une association. C'est vrai, c'est curieux que vous me parlez de côté maternel. Il est vrai que je me suis toujours occupée des autres. Écoutez, c'est pas difficile. J'ai été responsable de mon frère. Moi, j'avais 4 ans et demi. Lui, il avait 6 ans. Et ensuite, à partir de l'âge de 9 ans, à l'école, j'ai été responsable de 10 personnes. Ensuite, de la classe. Ensuite, de l'école, mais c'était les fonctions élues. C'est-à-dire, ça a été élu par les élèves. Et c'est vrai que j'ai toujours aidé, j'ai toujours écouté, mais quand même, c'est pas normal que je rencontre des gens comme ça. Voilà. Mais donc vous voyez, vous éclairez un peu plus ce que je supposais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement vous avez grandi avec, pour des raisons évidemment que j'ignore et que vous connaissez certainement ou qu'il vous faudrait essayer de comprendre, mais comme si vous aviez un rôle à jouer dans l'aide de l'autre, et du coup vous êtes repéré comme quelqu'un qui va aider l'autre. Et du coup, des hommes qui se sentent un peu fragiles, perdus, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de compréhension, ils se tournent vers vous parce qu'ils trouvent ce côté maternel dont ils ont besoin. Et évidemment que ça pose la question, donc vous les attirez puisqu'ils viennent vous voir parce qu'ils ressentent cette possibilité, et à la fois ils la ressentent, mais vous devez l'agir un tant soit peu, sinon évidemment leur ressenti ne serait pas aussi clair. Donc effectivement, d'ailleurs quand vous me parlez de votre frère qui était plus âgé que vous, c'était vous qui vous occupiez de lui, pourquoi c'était à vous de vous occuper de lui? Parce que mon père préférait son fils et moi j'étais une fille, et puis vous savez, il y a 60 ans, la fille ne comptait pas, hein, pas beaucoup, c'est le garçon qui comptait. Et de surcroît, pourquoi 4 ans et demi? Parce qu'en fait, à 6 ans, il est parti à l'école. Et chaque fois qu'il revenait de l'école, je lui demandais qu'est-ce qu'il apprenait. Et finalement, j'ai appris à lire et écrire en même temps que lui, mais je le faisais mieux que lui, dès le départ. D'accord. Et donc, c'était à moi d'aider mon frère. Parce que notre père avait décidé comme ça. D'accord, c'est-à-dire que lui avait le droit aux études et pas vous, et vous deviez lui permettre d'y arriver. C'est-à-dire que moi, je suis allée aussi à l'école, et après aussi à partir de l'âge de 6 ans. Mais disons, notre père préférait le garçon à la fille. Alors moi, pour me venger, si je puis dire, je me suis dit, si c'est comme ça, je vais apprendre à lire et écrire moi-même. Je vais être première dans tout. Je vais apprendre le maximum de choses, et comme ça, je n'aurai pas besoin de soutien des adultes. Oui. Parce que, pardonnez-moi, j'avais une mère formidable, c'était une sainte femme, mais elle n'avait pas le droit.
Mais voyez, c'est formidable ce que vous dites, Nathalie, parce que c'est l'occasion de rappeler même à nos auditeurs que toutes les vies sont accidentées, plus ou moins accidentées, bien sûr, mais on connaît tous un lot de difficultés, d'obstacles, et à ce titre, on peut comprendre la difficulté que nous avons à vivre à cause de ces difficultés et ces obstacles. Mais c'est aussi souvent grâce à ces difficultés et ces obstacles que l'on développe des choses, et vous en êtes une très jolie illustration. Développer la capacité à faire valoir sa valeur, sa légitimité, s'émanciper de l'autre pour sortir du carcan dans lequel ou de sa difficulté à nous aimer ou à nous reconnaître. Et si la même histoire peut entraîner une difficulté à vivre et à se donner le droit de vivre, ou alors, comme vous, à développer une aptitude intellectuelle qui fait que l'apprentissage, pour être bonne et toujours bonne et meilleure encore et première, justement pour sortir de cet interdit posé par votre père, non pas parce qu'il était méchant, mais parce que lui-même était baigné d'une culture et d'une idée de la valeur masculine par rapport à la valeur féminine. Et je crois que c'est bien d'entendre ça, c'est bon d'entendre ça, Nathalie, surtout à une époque où aujourd'hui les femmes ne cessent de dire on existe. Eh bien, il n'y a pas que dans la plainte de dire on existe, il y a aussi dans se faire exister soi-même que les choses avancent. Et vous en êtes une jolie illustration. Voilà, c'était une petite parenthèse sur ce point qui me paraissait quand même un point très joli. Mais pour revenir maintenant à ce que vous dites par rapport à ces hommes, j'entends aussi que quand on vous fait du mal, vous avez une capacité à vous émanciper de tout ça, et vous émancipant, évidemment que ça rompt le lien. Vous rompez le lien pour regagner en autonomie, pour pas sombrer avec l'autre en quelque sorte. Hein, et c'est ce que... Non. J'ai décidé d'ailleurs, pardonnez-moi, le premier, parce que le premier, il était très agressif, il m'a même menacé à un moment donné. Mm-hmm. Et c'est curieux, voyez-vous, ça menace. Je me suis dit non, je ne me laisserai pas faire. Et là, assez curieusement, ça a mis aussi fin à mon deuil parce que j'ai dit non, je veux vivre. Je ne me laisserai pas couler. Absolument. Et c'était très difficile, mais je me suis dit non, je ne ferai plus appel à lui. Il a une superbe villa. Il a vraiment sur le plan matériel, il a tout. Mais je me suis dit mais j'ai pas besoin de ça. Je peux m'en sortir toute seule. Et à propos de mon père, il était plus que méchant. Je ne rentre pas dans les détails parce que maintenant c'est du passé. Pour moi, ce qui est important, que je me suis battue pour vous construire. Voilà, je me suis battue et puis tout à l'heure, quand je disais j'ai décidé d'être première, effectivement, j'ai toujours, tout ce que je fais, j'étais toujours première, mais seulement dans ce que j'ai choisi, je ne me lance pas dans n'importe quoi. Bien sûr, si moi je décide de faire quelque chose, si je sens, j'y vais. Si je sens que je ne peux pas, il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes. Alors, excusez-moi un instant, je ne vais pas vous dire au revoir très rapidement, donc je vous reprends dans quelques minutes pour qu'on termine cet échange, d'accord ? Merci. À tout de suite, Nathalie. Ceux qui nous rejoignent, nous sommes encore ensemble sur cette libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous vous inquiétez, vous vous interrogez, vous peinez à y voir clair, alors appelez-moi au 39 21 afin que je vous accompagne dans votre compréhension de la situation qui est la vôtre. Quentin et Corentin se tiennent à votre disposition. Vous souhaitez réagir au témoignage et participer en toute bienveillance? Dans ce cas, envoyez-nous un SMS 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit ou encore un mail sur le site europe1.fr à la rubrique Libre Antenne. Europe 1. Catherine Blanc.
Alors Nathalie, juste quelques mots encore si vous le permettez. Vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Oui, je voulais simplement, je ne voulais pas arrêter trop brutalement parce que il me semblait aussi important, donc dans ce que l'on était en train de se dire, c'est que d'une certaine manière, vous avez grandi justement avec une volonté de vous protéger, de faire valoir votre droit, vos compétences, d'être forte, de vous battre pour prendre votre place, et tout ça évidemment est éminemment légitime, tout à votre honneur aussi d'y être arrivé aussi brillamment. Mais du coup, pour répondre à votre question qui vous faisait vous dire, je ne comprends pas ces rencontres étranges, ces rencontres avec ces hommes que vous trouvez finalement assez fragiles, assez dépendants, etc. Il faut bien comprendre que dans la relation avec des gens qui sont fragiles, vous assurez au moins une chose, et d'ailleurs, c'est le pouvoir qui est le vôtre. Et c'est bien ce que vous avez développé d'ailleurs. Vous êtes une femme qui s'est assurée de garder le pouvoir de sa situation pour être dans le déni de la brutalité paternelle et de l'interdit posé par le père. Et d'ailleurs, c'est Françoise qui dit « Aider indépendant ne serait-ce pas se donner un certain pouvoir dans la relation ?» Alors, je crois que là, en l'occurrence, vous les aidez pas puisque vous les quittez, mais c'est vrai que il y a les hommes qui vous choisissent parce qu'ils vous sentent forte, et comme ils vous sentent forte, ce sont évidemment des gens plus faibles qui vont choisir quelqu'un de fort pour s'appuyer sur ce personnage fort que vous êtes. Donc c'est pour ça que vous attirez plutôt des gens faibles, et au passage que vous rentriez dans la relation assure que vous avez évidemment en retour une posture forte. Mais ça ne peut convenir, comme vous le disiez justement, pour une histoire d'amour, à l'image d'ailleurs de la relation que vous avez entretenue pendant plus de 13 ans avec votre mari. Donc voilà, il y a quand vous cherchez à comprendre, c'est évidemment que quand on a été éprouvé dans son enfance, éprouvé par la perte d'un conjoint, évidemment chat échaudé craint l'eau froide, on a peur de l'abandon, donc on renforce sa solidité pour survivre à tout ça. Mais plus vous avez renforcé, plus peut-être vous avez été, vous vous êtes solidifié, peut-être rigidifié un petit peu, et du coup les fragiles viennent chercher la bouée formidable que vous êtes, et évidemment que il vous faut pouvoir très rapidement ne pas inscrire la relation là-dedans, mais plutôt dans une équité d'échange et de tendresse, pour ne pas être simplement considérée comme la femme forte auprès de qui on vient se secourir. Oui, mais alors qu'est-ce que... Non, mais moi, ce que j'ai dû... Pardonnez-moi, peut-être je me répète, mais c'est avant, je voyais... j'avais les signes, je voyais. Et maintenant, on dirait que je suis devenue plus naïve qu'avant. Mais peut-être parce que... Oui, je pense pas plus naïve, je pense plus comment on pourrait dire, solide au sens barricadé, vous voyez, moins dans l'accueil tranquille, à faire de la place à l'autre solide lui-même, vous voyez. Donc comme vous êtes barricadé, vous êtes vu comme quelqu'un de très protecteur, du coup vous attirez des gens fragiles, et moins dans l'écoute, et votre sensibilité, votre intuition vous échappe, parce que être amoureuse n'est pas être naïve. On a une intuition qui nous dit que il y a des choses qui nous parlent, et là j'ai le sentiment que c'est plutôt dans un truc un peu rigide, mais qui est, encore une fois, rigide n'est pas c'est pas un jugement, c'est aussi les aléas de l'histoire qui a été la vôtre, et de la perte de votre mari, et de l'envie d'ailleurs de mourir vous-même, qui fait que vous avez envie de vivre, certes, mais alors du coup vous avez mis une cotte de maille, et évidemment que du coup on voit la super héroïne super solide, et alors tous les fragiles viennent se pluguer sur vous en quelque sorte, viennent vous rencontrer, et vous y voyez évidemment la possibilité d'une relation, mais vous êtes peut-être pas assez, j'allais dire, en lien avec vous-même et vos émotions pour justement percevoir que vous n'y gagnez pas, si ce n'est l'assurance de votre propre solidité face aux faibles, jusqu'au moment où évidemment ça ne convient pas à l'amoureuse. Je comprends pas comment. Vous dites que je ne suis pas en lien
avec moi-même. Voilà, quand je dis en lien, c'est-à-dire à l'écoute de votre... enfin, vous ne dites pas suffisamment ce qu'est votre projet. Vous ne vous laissez pas assez de place dans la relation, dire les choses, être reconnu dans les besoins qui sont les vôtres. Plus on se fait solide pour survivre, moins on parle son besoin, moins l'autre entend qu'il y a un besoin qui vient de votre part. Du coup, il ne fait que parler du sien de besoin. Vous voyez ? Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, il me semble, évidemment, je dis ça au travers des petites bribes de choses que j'ai de ce que vous me dites, bien sûr, hein, mais il me semble que il y a une posture d'attente et de déception, puis après vous partez parce qu'heureusement vous sauvez votre peau, mais vous ne vous montrez pas en demande, en besoin, et résultat vous ne rencontrez que des hommes qui eux sont en besoin et dans l'incapacité du don. Parce que eux ne sentent pas, vous ne vous laissez pas cette place, vous êtes plus dans le soin de l'autre que vous ne vous donnez de la place, me semble-t-il. Mais je pense que votre appréciation est juste. De toutes les façons, après ce que j'ai vécu, moi, quelque chose d'exceptionnel, je ne veux pas n'importe qui et je ne veux pas être avec quelqu'un qui ne me convient pas. Et je ne veux pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, je ne pourrais être avec quelqu'un que si je m'entends bien avec lui, et s'il y a un échange. Mais bien sûr. Si c'est toujours dans le même sens, ça ne m'intéresse pas. À la rigueur, je préfère rester seule. Moi, je suis très bien avec moi-même. J'ai ma musique, j'ai ma pêche, j'ai mes lectures. J'ai créé aussi une association. Donc, j'aide les autres dans le cadre de l'association, mais aussi différemment. Mais être avec quelqu'un seulement pour être avec quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est un équilibre. Une harmonie et l'équilibre dans une relation. Et si je ne l'ai pas, oui, mais vous avez tout à fait raison, surtout que vous avez rencontré une relation qui était équilibrée et qu'il vous faut évidemment continuer. Vous savez faire de très belles choses toute seule et le but c'est pas de vous faire mal accompagner. Mais pour ça, je crois que évidemment, quand on a vécu des choses, qu'on a mis du temps d'ailleurs à en faire le deuil de cette relation et de la mort de votre mari, évidemment qu'on est d'abord extrêmement sur la défensive quant à l'accueil de l'autre et on s'offre pas facilement, hein, on s'offre pas beaucoup facilement, c'est normal. Et donc il faut absolument que vous puissiez être très doucement, très gentiment, pas avec l'autorité sortie, hein, mais que vous puissiez dire que c'est pas à n'importe quel prix l'amour, c'est au prix du respect réciproque et de l'écoute que l'on peut avoir en face de vous, de vos besoins. Sinon, si vous ne le dites pas clairement, eh bien, vous allez, compte tenu de la femme solide que vous êtes, malgré toutes ces épreuves, vous allez avoir tous les fragiles qui vont vouloir, évidemment, être protégés par la solidité que vous représentez. Il faut dire qu'il est vrai que je fais cela pendant longtemps, mais maintenant, je ne veux plus. Je veux m'occuper de moi. Absolument. Pardonnez-moi, je ne veux plus m'occuper des autres. Je veux m'occuper de moi, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et je crois que plus vous vous occuperez de vous, plus vous rendrez heureuse, plus vous saurez aussi, d'abord vous attirez les gens bien sûr qui voient votre bonheur, mais vous saurez aussi dire qu'ils comprendront que c'est une condition sine qua non à la relation. Et ça doit commencer par vous. En fait, on est généralement aimé comme on s'aime soi-même. Donc il vous faut vous faire du bien. Vous développez. Je m'aime moi-même, pardonnez-moi. J'estime que si je coupe avec les personnes qui me sont nuisibles, mais je suis tout à fait. Bien sûr, j'estime que je m'aime, non? Oui, absolument. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je dis que il faut que vous le mettiez en avant encore plus pour que les choses soient plus claires rapidement, pour que vous ne tombiez pas dans ce cumul d'hommes qui cherchent juste une maman ou une infirmière ou une caution pour vivre leur vie en difficulté. Voilà. Donc je dois, oui.
j'ai encore un peu de travail à faire sur moi. On en a toute notre vie, hein, Nathalie. On en a toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. C'est aussi ce qui est intéressant aussi. Je partage votre point de vue. Bon, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci bien. Prenez Est-ce soin que de je vous. peux, est-ce que je peux avoir de nouveau le standard, s'il vous plaît? Oui, Parce mais que vous allez retomber automatiquement sur le standard, ne vous inquiétez pas. je vous remercie 1000 fois Je vous en prie. merci à Europe 1 de nous proposer cette émission parce que vraiment, ce serait bien que la sécurité sociale la rembourse. Vous l'avez dit 2 fois. Tentez une 3e fois. Mais comme ça, je commence. Ce sera la prochaine. Absolument. Merci 1000 fois. Je vous en Merci prie. pour tout ce que vous faites. Très Merci. bonne soirée, Nathalie. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était la délicieuse Mélodie Gardot, Baby I'm Full. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Catherine Blanc. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Catherine. Je suis contente de passer avec vous et en même temps, je ne vous cache pas que je crains un petit peu parce que vous êtes quelqu'un comme un chirurgien qui charcutait assez très profondément. Donc je me dis, oui, j'ai peur en fait que vous me disiez que je suis foutue. Et Oh non, alors ça, il n'y a aucune chance. Je peux vous dire il n'y a que... rien à tirer de moi. Ben, vous savez, c'est très compliqué. Mon histoire est très compliquée. Avant que vous me racontiez votre pardon. histoire, je veux d'abord tout de suite vous rassurer. Je pars du principe, il y a jamais, mais jamais rien n'est foutu. Jamais. L'être humain est il est formidable de capacité et j'ose espérer que voilà, moi je n'irai pas fouiller au-delà de ce que vous voulez. J'essaie juste de vous éclairer quant à vos ressorts, justement, au contraire. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Oui. Et puis vous savez, vous pouvez me dire aussi, mais taisez-vous Catherine Blanc. Vous pouvez me le dire, c'est pas un problème. Ou je ne veux pas aller plus loin. C'est votre liberté pleine et entière. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais bon, donc racontez-moi votre histoire. Oh là là. Je vais essayer de planter le décor, comme on dit, mais c'est très compliqué, très complexe, avec des relations difficiles avec mes parents. Je viens de perdre mon père il y a 15 jours. Et donc, c'est vraiment tout frais. Oui, tout frais, oui. Et j'avais pas une très bonne relation avec mon père, mais j'avais un mauvais pressentiment depuis quelque temps et je craignais beaucoup la mort de mes parents. Mais ça, depuis très très longtemps, je le porte en moi. Et là, ce soir, j'ai eu une friction avec ma mère. Parce que quand elle est très fatiguée, elle est un peu agressive et maman a des principes et elle les remet pas en cause. Du genre, moi, il faudrait que je sois toujours linéaire, si vous voulez, d'humeur linéaire et voilà. Et j'aimais aussi, je peux avoir, j'en ai marre un peu de porter tout, quoi, en fait. Et j'ai toujours eu, en plus, en fait, je me suis assignée quelque part ce rôle de porter tout le monde, quoi, en fait. Parce que vous êtes l'aîné d'une fratrie ? Oui, enfin, je suis l'aînée, on n'est que 2, hélas. Ma sœur est plus jeune et ma sœur, c'est hyper compliqué, son histoire. Elle est divorcée. Là, elle a des enfants en ce moment qu'elle a adoptés avec son ex-mari. Et puis, il y a eu un problème avec son compagnon du moment, je dirais du moment entre guillemets, parce qu'elle compte bien en changer dans 6 mois. Mais elle est très en souffrance, ma sœur, très très en souffrance. Et donc, j'ai essayé de faire passer le message à ma mère ce soir. Et maman m'a dit, oui, mais ta sœur, je l'ai eue, elle est très mielleuse, comme toujours, elle fait la comédie. Et là, je crois que j'ai eu un message vocal, je l'ai très peu au téléphone, ma sœur, mais j'ai senti sa souffrance, j'ai entendu sa souffrance derrière. Et ça m'a souciée, c'est comme si je portais, si vous voulez, tout le monde, et comme si j'avais une boule dans le ventre. Et puis que là, donc maman n'a pas accepté. En plus, elle a eu une visite de quelqu'un qui l'a fatiguée, qui lui a dit par contre que sa maison principale, parce qu'elle a tellement peur que ma sœur la mette à la porte de chez elle, mais je lui ai dit, maman, mais c'est pas possible ça. Même si on a une quote-part, on a notre mot à dire, c'est pas possible. Même si ma sœur s'oppose à ça,
moi, j'aurais mon mot à dire, j'interviendrai comme toujours. Et donc là, comme si elle se défendait, elle me dit, bah oui, mais cette personne m'a dit que c'était ma maison principale et que j'avais plus de droits que prévu. Et j'ai dit, mais maman, je t'ai toujours dit ça. Je t'ai toujours dit ça, mais tu l'entends pas. Et elle m'a dit, mais non, mais si, je l'entends, mais enfin, mais qu'est-ce que tu crois? Alors, je peux rien demander. La maman va donner des outils de mon père à des voisins qui sont charmants, ça c'est vrai, mais j'aimerais bien récupérer, par exemple, une perceuse ou autre, mais je sais qu'elle va me dire, t'es intéressée toi aussi, tu t'y mets, parce que ma sœur est très intéressée par l'argent, partout, et quand elle a su que maman voulait vendre, ils avaient un appartement sur la côte atlantique. Et donc là, elle est montée sur ses grands chevaux en disant à ma mère, oui, t'as qu'à aller en maison de retraite. Et ça, non, je m'y opposerai. Et puis, elle l'a traité de cinglé. Enfin, elle est très dure, ma sœur aussi. Oh, c'est des relations très, très compliquées. Puis là, ses enfants, en ce moment, elle les voit plus. Parce qu'il y a une rixe entre son compagnon du moment et ses enfants, qui sont adolescents maintenant. Ils se sont battus. Donc, ils sont revenus à l'appartement de cette côte-là, sur la Loire, sur la côte atlantique. Ils sont revenus à rouer, avec des coups. Donc, c'est le gardien qui les a emmenés chez les gendarmes. Enfin, ça a fait un pataquès. Donc là, ils seraient chez leur père, mais qui n'en a rien à fiche. Bon. Parce qu'en fait, il faut dire que... Donc, que je comprenne bien, parce que ça part il y a de toute l'histoire, ça de tous les côtés. Tous les sens. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais la risque, elle était donc entre entre les enfants de ma sœur et le compagnon et son compagnon du moment. Ah d'accord, je croyais que c'était avec son père. Donc du coup, ça s'est mal passé avec le compagnon du moment, donc ils sont retournés avec leur père, c'est ça? Oui, ils sont retournés avec leur père, mais qui n'est pas capable de s'en occuper. D'accord. Donc, le message qu'elle m'a laissé hier soir, c'était prémédité depuis longtemps. Mes fils ne m'aiment pas, ne m'ont jamais aimé. Alors, elle se victimise quelque part. Je lui ai dit, mais non, je crois que tu te trompes. Mais en même temps, elle laissait comme message, et ça, je crois que c'est vrai, parce qu'ils ont été montés par leur père contre ma sœur, que c'était bien fait pour elle si elle se retrouverait à un moment toute seule. Et comme elle n'assume pas son divorce, elle a même dit à ma mère, soi-disant, qu'elle passerait de compagnon en compagnon tous les 6 mois. Enfin, cela dit, pour en revenir à moi donc c'est compliqué, j'ai l'impression de porter tout le monde, et en même temps, mon père qui est parti, qui est décédé, donc j'ai entendu des paroles très toxiques de mon père étant jeune, du genre en parlant de moi que je me marierai jamais, donc j'ai obéi à cette croyance. J'ai eu des relations sentimentales, mais qui n'ont jamais abouti. J'ai vécu avec quelqu'un qui était officier, je l'ai quitté en 2009, mais on est toujours en lien. Il y a quelque chose qui n'est pas fait du deuil. D'ailleurs, il appelle souvent maman, ce que je trouve bien d'ailleurs, parce qu'il est juriste, donc c'est très bien. Il conseille bien maman. Mais ce soir, il a dit une phrase qui est maladroite. Et donc, je me disais, avant que mon père parte, il faudra peut-être que je lui pardonne certaines choses que j'ai entendues et que j'ai entendues aussi de mon arrière-grand-mère maternelle qui me disait « Tous les hommes sont violents, méfie-toi des hommes ». J'avais 5-6 ans. Et ma grand-mère, sa fille, qui me disait « Qu'est-ce que t'es, excusez-moi le mot, qu'est-ce que t'es conne, ma pauvre fille, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Donc, il y a tout un arriéré qui fait que... et puis, en plus, comme si j'avais obéi à cette croyance aussi que les hommes sont violents, j'ai connu un prêtre qui a abusé de moi. Bon. Donc, du coup, je vois certainement le masculin comme une menace, je pense. Et donc, aujourd'hui, je devais rencontrer quelqu'un là avant que mon père ne décède, il y a 3 semaines. La rencontre n'a pas eu lieu. J'ai jamais rencontré cet homme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, je n'avais pas tellement envie de le rencontrer. Moi qui étais avant très passionnée, c'est comme si aujourd'hui, cette peur du masculin, comme disait, je ne sais plus si c'est l'auditrice précédente, ou je me suis... la peur du masculin est devenue plus vive, si vous voulez. Plus vive qu'avant. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne me sens pas du tout prête. Autant j'avais envie autrefois,
autant aujourd'hui, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai peur. J'ai peur d'être pas à la hauteur, c'est complètement ridicule. Mais comme si, en fait, voilà, c'est ça. J'avais fermé mes émotions, j'avais fermé les écoutilles. J'ai peur peut-être de moi-même, de mes émotions, du désir, quoi, en fait, du désir je sais pas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Là, j'ai vu une psychanalyse depuis 2 fois et j'étais pas trop d'accord avec elle parce que, en fait, je me suis construite un peu déviée, un peu pour faire. J'étais très naturelle, enfant très spontanée, très très gaie, je pense assez vive. J'avais même conscience que j'étais un peu dyslexique, donc j'avais dit à ma mère, maman, je suis pas normale. Et je m'étais comparée au frère d'une amie d'enfance, qui lui avait des problèmes aussi de dyslexie et qui, de mauvaise coordination des mouvements. Et je lui avais dit, faudrait peut-être que je vois peut-être pas un pédopsychiatre parce que je savais pas ce que ça voulait dire à 7 ans, mais quelqu'un, et j'avais entendu dire. Ma mère et ma grand-mère maternelle m'avaient emmenée chez un pédopsychiatre dans une grande ville et j'avais écouté derrière la porte et j'avais entendu le mot angoissée. Cette petite est très angoissée. Donc, je crois que je comprenais les choses. Et en fait, je m'étais dit, mais oui, mais je suis pas normale. Je suis comme le vilain petit canard, quoi, en fait. Et donc, je me suis peut-être interdite au bonheur. Alors la psychanalyste m'a demandé qu'est-ce que c'est que le bonheur. Je lui ai dit bonne question. Et donc elle me citait la phrase de Saint-Augustin, le bonheur c'est désirer ce qu'on a. Et alors je me suis dit qu'est-ce que j'ai actuellement? Pas grand-chose. Je donne pas grand sens à ma vie aujourd'hui. En plus je suis en recherche d'emploi, donc ce qui arrange pas les choses. Donc je me dis quel sens j'ai pas de compagnon aujourd'hui. J'ai pas de travail, j'ai vécu un harcèlement moral dans mon travail, donc j'ai été démissionnaire. Quelque part, c'est pas un hasard non plus. Donc c'est compliqué. Et elle me disait par contre que l'enfant a son libre arbitre. Et moi, j'étais pas d'accord avec elle parce que elle me disait mais l'enfant peut dire non à ce que lui demandent ses parents. Je me disais non parce que ce sont ses référents, ses parents sont ses référents. C'est quand même très important pour un enfant. Alors c'est vrai que moi, étant déçue par mon père, j'ai cherché un substitut de père ailleurs, chez les pères de mes amis, chez mon oncle par exemple, que je trouvais drôle. Je trouvais très triste ma famille. Donc quand mes cousins, cousines partaient, mes cousins en service frère, je pleurais dans mon coin. Et je voulais pas montrer. Parce que pour mes parents, il fallait pas montrer ses émotions. Et vous avez pu établir des relations avec des pères de substitution, justement ? Non, je leur disais pas. Ah non, je gardais tout pour moi. Non, je gardais tout. Alors, c'est très intéressant tout ce que vous dites, parce que alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Oui, il y a beaucoup de choses et ça me fait peur. Justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Non, mais attendez, une vie ne peut pas être autrement que foisonnante. Mais quand je disais il y a beaucoup de choses, c'est parce qu'il y a plein de pistes intéressantes et il n'est pas question de tirer toutes les ficelles en même temps, parce que sinon on n'y comprend plus rien et ça vous ferait plus peur qu'autre chose. Là, vous avez. Je vais repartir sur une chose que vous avez évoquée. On va partir sur une phrase qui me paraît très intéressante, qui est « J'ai peur de mes désirs ». Et parce que vous parlez donc des hommes et le fait de ne pas vous sentir prête à rencontrer et à rencontrer bien au-delà et à construire quelque chose. En plus, je m'aime pas physiquement. Donc, il y a ça aussi. Bien sûr. Donc, je me dévalorise. Et bien sûr. Alors justement, donc j'ai peur de mes désirs, de mon désir. Et ça c'est intéressant parce que effectivement, vous avez, comme vous le disiez, vous avez supporté le poids de l'injonction paternelle. Tu ne te marieras jamais. De votre d'autres phrases mortifères aussi. Pardon, j'ai pas entendu. D'autres phrases mortifères. D'autres aussi, phrases. Oui.
Oui, de mon père aussi. Alors Oui. donc vraiment quelque chose qui est très destructeur. Il n'y a pas eu que votre père, il y a eu d'autres personnages de votre histoire, Oui, vous traitant de tout et de rien, puisque tu n'es qu'une conne ou je ne sais quoi. Enfin bon, oui, des choses qui évidemment sont extrêmement douloureuses. Et là où vous avez raison dans le sens où c'est très compliqué de s'envisager en dehors du regard de nos parents et en dehors des projets que le parent projette sur soi. Hein. C'est un peu comme ce que l'on retrouve dans les contes. Vous savez, la Belle au bois dormant, elle est quand elle naît, eh bien il y a la fée Carabosse qui va jeter un sort. Et en fait, ce conte, il raconte l'histoire de chacun d'entre nous. C'est que nos parents, par les mots qu'ils prononcent, jettent des sorts. Évidemment, on n'est pas dans la magie, mais ils jettent des sorts dans le sens où ils prononcent des mots et qu'on s'assimile aux mots qui ont été prononcés. Mais fort heureusement, il y a les mots fée Carabosse et il y a les mots des marraines. Parce que où les parents... J'ai pas eu beaucoup de marraines. Voilà, alors vous n'avez pas eu beaucoup... Voilà, mais effectivement, c'est compliqué. Les mots ont du sens. Quand bien même l'enfant d'ailleurs ne les comprend pas dans un premier temps, il comprend tout à fait. S'il comprend pas le vocabulaire, il comprend tout à fait l'intention. Donc effectivement, vous êtes construit avec ces interdits posés. Et en ce sens, vous avez raison de vous dire que vous avez eu sur votre route tous ces interdits, qu'il vous a été difficile de sortir de cela. Mais là où votre psy a raison aussi, c'est que l'enfant... deux enfants, vous voyez bien, deux enfants élevés de la même façon n'ont pas les mêmes souffrances ou la même dose de souffrance. Alors d'abord parce qu'ils reçoivent pas les mêmes choses au même moment, mais même quand on leur dit les mêmes choses, quand ils assistent aux mêmes violences, ils n'ont pas les mêmes réactions. Donc ce qui veut dire que l'individu lui-même a une participation active dans ce qu'il va permettre, obéir ou contredire selon les enjeux qui sont pour lui. Et c'est là que j'en reviens à la phrase sur laquelle j'étais partie, quand vous dites j'ai peur de mes désirs, c'est que quand bien même on vous a dit que vous ne vous marierez pas, vous avez été animé de désirs. Quand bien même on vous a dit que vous étiez conne, vous avez eu des projets pour vous-même. Et toute la difficulté, c'est que il vous faut pouvoir les accueillir. Et qu'est-ce qui fait que j'ai pas pu les accueillir? Parce que si je les avais accueillis, bien évidemment, j'aurais pu être rebelle, j'aurais pu faire des choses en douce dans le dos de mes parents, j'aurais pu, comme l'auditrice précédente, Nathalie, en témoignait, faire la démonstration qu'elle était capable. Vous voyez, c'est tout à fait l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Selon les mots que l'on reçoit, certains vont s'interdire et d'autres vont faire la démonstration magistrale de leur droit à prendre une place. Et du coup, dans votre cas, pourquoi vous ne vous êtes pas permis justement ce pas de côté, cette infidélité aux injonctions mortifères de votre père et de tous ces adultes qui vous entouraient. Et je crois que la clé, elle est dans la phrase « j'ai peur de mes désirs ». C'est-à-dire comme si le désir, parce que vous savez que nous sommes animés, alors quand je parle de désir, je parle pas que de désir d'aller jouer avec une copine ou je ferai ça quand je serai grande, c'est pas que des désirs aussi conscients et clairs, mais il y a aussi des désirs tout à fait inconscients qui nous animent. Et les désirs. Est-ce qu'il y a... Alors juste, je termine. Et les désirs qui nous animent, ce sont aussi des désirs de plaire, des désirs d'être aimé. Et au nom de être aimé et plaire, je peux rester coincée dans les injonctions parce que je veux
essayer de réparer la relation en quelque sorte. C'est-à-dire, si je veux plaire ou je veux convaincre qu'on a tort de me dire ce que l'on me dit, eh bien, je vais essayer d'être la plus gentille possible, la plus fidèle possible pour créer du lien en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais réparer la relation, vous voulez dire la relation avec la relation sadique que votre père pouvait par exemple avoir par toutes ces injonctions. L'enfant, au lieu de se dire parce qu'il est pas prêt à pouvoir partir en disant j'aimerais ailleurs et j'en trouverai d'autres et le voisin est formidable et voyez comme c'est compliqué. Eh bien, il essaie de voir comment, qu'est-ce qui me vaut toute cette violence, cette agressivité, et est-ce que je vais pouvoir prouver à mon père, ma mère, ma tante, enfin tous les personnages dont vous avez parlé, est-ce que je vais pouvoir leur prouver qu'ils ont tort ? Donc du coup, vous vous mettez à être Sainte Teresa, vous vous occupez de tout le monde, même ceux qui vous font du mal. Hein, vous vous occupez d'eux, vous êtes bienveillante, vous les comprenez. Vous disiez, par exemple, parliez de votre sœur, alors que la relation est compliquée aussi avec votre sœur. Eh bien, vous êtes dans la compréhension de tous, comme pour espérer, inconsciemment, et peut-être même consciemment, qu'à un moment donné, on vous voit dans votre besoin à vous. Oui, je crois une reconnaissance, quelque part, que j'ai pas eu. C'est ça. Et mais en même temps, il y a eu des moments où j'ai été rebelle, mais j'avais toujours cette peur du jugement de mes parents. Et d'être fichue à la porte de chez mes parents, c'est comme si, c'est ça. Bon, à un moment donné, qui m'est resté sur la conscience, j'ai eu un désir de mère contrarié, et puis j'ai subi un avortement, et ça m'est resté tout le temps sur la conscience. Je me dis, aujourd'hui, cet enfant aurait donné un sens à ma vie. Parce qu'évidemment, devenir mère, c'était renoncer à la position de fille. Et c'est comme si, en fait, c'est comme si, pour des raisons évidemment que vous explorerez avec votre psy, mais c'est comme si vous n'aviez pas pu faire le choix de la trahison de vos parents pour essayer de regagner ou de gagner leur amour, leur reconnaissance, leur bienveillance. Mais vous ne vous êtes pas permise de les trahir. Et les trahir, c'était bien sûr aimer un homme autre que votre père. Bien sûr, c'était devenir mère et pas que votre mère être mère. Vous voyez, c'était pas laisser votre mère être la mère unique, mais devenir mère. Et c'était aimer un autre homme et pas être simplement l'objet de la relation sadique avec votre père. Et ça, il y a quelque chose, et certainement ce quelque chose est autour de la notion de désir. Un désir était plus fort encore que celui de vous libérer de ça. Et c'est ce désir qui vous a contrainte à la fidélité, faisant du coup de la parole paternelle et de la parole des adultes ce pouvoir magique de vous réduire. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est intéressant dans la vie, parce que si quelqu'un m'agresse, ce quelqu'un m'agresse verbalement, évidemment que l'agression, c'est jamais confortable pour personne, bien évidemment. Mais on va donner plus ou moins de crédit à ces mots. Et le crédit que l'on va donner à ces mots dépendra d'abord de l'idée que je me fais de moi, mais aussi de la nécessité ou pas de créer du lien avec la personne qui a prononcé ces mots. Si je n'ai pas besoin de créer du lien, je pars. Ces mots glissent plus ou moins comme sur le dos d'un canard. Mais si l'autre, je cherche à être aimé de l'autre, coûte que coûte, malgré son sadisme, malgré son agressivité, je cherche sa reconnaissance, coûte que coûte, malgré sa violence, eh bien du coup, tout ce qu'il me dit fait loi. Mais c'est moi qui lui donne le pouvoir de faire loi. Ouais, mais même un enfant a le pouvoir de dire non à un père qui est, comme vous dites, entre guillemets, un peu sadique, et de se dire, je vais pas chercher, parce que c'est vrai que j'ai obéi à un principe de loyauté, et j'ai cherché pendant longtemps. J'ai beau me dire, fais le deuil
de parents idéaux que tu n'auras jamais. De toute façon, là, mon père est décédé, mais il est encore là, quelque part, dans mon inconscient. Oui, puis attendez, puis il vient juste de mourir, hein, donc d'abord vous avez Marie 49 ans et jusque là il a fait loi, et là il vient juste de décéder depuis. Ma mère aussi et a votre fait mère. loi. Et voilà. D'une manière. Exactement. Donc là vous venez juste de perdre votre père, alors que de son vivant, malgré votre posture d'adulte, ô combien, eh bien, il régnait en maître sur ce que vous étiez d'une certaine manière, ce que vous étiez, pouviez être. Ouais. Mais justement, aujourd'hui, et même si j'en ai peur, parce que je vais vers l'inconnu, et forcément l'inconnu fait peur, oui, je voudrais casser ce système, ce principe de loyauté, j'en ai ras-le-bol. Enfin, excusez-moi le terme, je m'exprime un peu... Non, mais vous avez pas raison. d'une manière naturelle. Mais le pire, c'est que j'étais une enfant très naturelle, très spontanée, mais si vous voulez, hypersensible. Donc, par exemple, ma mère étant de parents divorcés, n'ayant pas connu son père, ça a été hyper compliqué. Elle avait une mère mais très dure, qui n'a pas voulu l'élever jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, elle a été élevée par des parents nourriciers, heureusement qu'elle les a eus. Mais j'ai senti cette image de l'homme et du père que sa mère avait essayé de détruire, qu'elle m'a transmise, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Plus les paroles de mon arrière-grand-mère qui me disait « ton père voulait un garçon, ton père si ». Alors j'ai marché un peu tard, j'ai tourné les pieds à l'intérieur. Donc ton père, ça le dégoûtait de te voir marcher comme ça. Donc à 4-5 ans, je ne sais pas ce que j'ai compris, mais j'ai entendu des choses quand même, la preuve. Bien sûr. Donc, et très tôt, j'ai eu une espèce d'ambivalence, certainement un désir très fort vers mon père. J'étais très attentive à ce qu'il pouvait dire de moi, donc pas reconnue par mon père, certes, mais en même temps, il m'a dégoûtée très vite. On s'est séparés très vite, si vous voulez. Et lui s'adressait à ma mère pour me parler, et moi, je m'adressais à ma mère pour parler à mon père. Vous voyez un peu le triangle que ça faisait. C'est épouvantable comme relation, c'est dingue, quoi. C'est complètement fou. Et ce soir, vous voyez, comme je me suis un peu frictionnée avec ma mère, qu'est-ce qui m'est venu? Bon, je me suis défendue de cette culpabilité, mais je me suis dit, oh là là, elle va se coucher en larmes. Et tout d'un coup, me sont revenues dans les oreilles des phrases de ma grand-mère maternelle disant « T'es insupportable, ma pauvre fille, tu vas faire mourir tes parents, tu vas faire mourir ta mère. » À l'âge de 12 ans, 11-12 ans. Oui, et donc, terrible d'entendre ça. Bien sûr que c'est terrible, vraiment, et toutes ces paroles, parce que tu vas faire mourir ta mère. Vous avez un père, mais vous pouvez pas être en lien direct avec le père, donc ça passe par votre mère, ce qui est une façon de ne pas lui voler le père d'une certaine manière, surtout qu'elle n'en a pas eu. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ne se font pas de façon fluide, et vous portez une histoire qui n'a pas été réglée par d'autres avant vous, et qui font que vous permettez pas l'arrogance formidable d'aller vers qui permet d'aller vers la vie. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'arrogance, vous permettez pas d'être arrogante, à savoir justement d'avoir des projets pour vous, et du coup il y a une difficulté. C'est intéressant même le fait de marcher tardivement, comme si vous peiniez à trouver cet élan de vie qui est, parce que marcher, la première chose que l'enfant fait, c'est de pouvoir s'éloigner de sa mère, s'éloigner de son père. Marcher, c'est une jouissance incroyable, parce qu'il réalise qu'il va pouvoir leur échapper. Et d'ailleurs, les enfants, regardez-les dans la rue, ils n'ont de cesse que de vouloir courir très vite et très loin, et découvrir que le monde est immense. J'avais ça en moi. Si vous voulez, j'avais de la vie en moi, j'avais beaucoup de vie, mais c'est comme si on m'a coupé cette vie. On m'a court-circuité cette vie, quelque part, parce que j'étais une enfant très spontanée et très naturelle. Et justement, j'ai eu l'impression que je dérangeais les adultes surtout que j'étais très curieuse. En plus, je demandais à maman, à ma mère, comment se faisaient les enfants, comment on avait des enfants. Et elle me disait, mais ça se fait pas, ça se demande pas, etc. Et en guise de parole, je me recevais une gifle. Donc, c'était assez violent, et donc je comprenais que c'était mal. Et pourtant, je me suis autorisée plus tard à avoir, j'ai des côtés rebelles, très rebelles même, par rapport à l'autorité, par rapport bon, j'ai eu quand même des projets, mais c'est vrai que
peut-être sans trop aller loin. Or, aujourd'hui, je me dis, j'en ai assez de ça. J'en ai plus qu'assez, mais vous voyez, c'est là où je me dis, je suis fichue parce que j'ai tellement j'ai reçu de paroles mortifères que je voudrais casser aujourd'hui. Je me dis, est-ce que je vais m'en sortir, quoi? Est-ce que je vais trouver une route? C'est comme si j'ai La question, c'est pas est-ce que si, parce que la réponse est oui, c'est comment? Parce que il faut que vous trouviez effectivement les ressorts, la compréhension, que vous vous en donniez l'énergie, la légitimité, mais sinon la capacité intrinsèque, vous l'avez. C'est que simplement, est-ce que vous allez le permettre enfin, et notamment ne pas, en l'absence aujourd'hui de votre père, le remplacer auprès de votre mère, subissant les tensions, les souffrances, les frustrations de votre mère, qui projette tout et n'importe quoi sur les uns et les autres, à l'origine, censée être à l'origine de son malheur, alors que c'est elle-même qui a eu la souffrance de ne pas avoir de père et qui croit qu'on va la déposséder de tout, comme la perte qui a été la sienne quand elle était toute petite. Et c'est drôle, vous dites remplacer le père, et c'est drôle parce que j'ai proposé à ma mère, justement parce qu'elle veut vendre l'appartement, parce que sentimentalement et financièrement, elle ne peut plus assumer, ce que je peux comprendre, et je lui ai dit, maman, si tu veux, j'irai avec toi, sur place pour essayer d'estimer, etc. Donc, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans mon inconscient, et ça, j'ai pas du tout envie, mais au moins de la soutenir, je sais pas, comme si je voulais pas remplacer le père, mais mon père qui n'est plus là, mais je sais pas, et je voudrais pas ça, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, remplacer votre père auprès de votre mère serait encore vous enfermer dans ce qui a été écrit sans vous. Oui, mais justement, ma mère m'a dit, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, maintenant, c'est à toi de tout porter. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas tout porter. Non, je ne peux pas. Et ça, elle ne l'entend pas. C'est là où elle ne remet pas en cause ses principes. Et ce soir, elle était assez agressive à mon encontre. Bon, je comprends que pour elle, c'est hyper douloureux. Elle ressent un grand vide. Mais bon, moi, il faut que je sois toujours d'humeur égale, etc. Et donc, elle n'entend pas. Donc, du coup, on s'est frotté l'une à l'autre. Et moi, après, je me suis dit, pourvu qu'elle ne meure pas. Vous voyez, tout de suite, c'est passé dans ma conscience. Je me suis dit, ça va pas, quoi. Oui, alors pourvu qu'elle ne meure pas, comme si vous aviez le sentiment que vous étiez le seul moyen pour vous en libérer serait sa mort, et du coup, ça fait votre culpabilité, et du coup, vous avez peur d'être. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une vraie grosse dose de culpabilité qui a été à l'origine de votre incapacité à dire ce non. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce qu'un tout petit enfant, peut dire non? Évidemment qu'il dit pas non comme un adulte dit non, parce que d'ailleurs, on l'envoie dans sa chambre. Mais peu importe, il a sa façon de reconsidérer les choses, de le voir autrement, de s'organiser autrement, ou de se le permettre plus ou moins fortement. Et certains enfants le manifestent plus que d'autres. De même, moi je sais pas manifester. Voilà. Et de même, vous parliez d'un prêtre qui a abusé de vous. Là aussi, évidemment qu'entre l'adulte et l'enfant, il n'y a pas de commune mesure en termes de puissance, de force, d'autorité, et que évidemment que la partie est d'avance gagnée pour l'adulte. Mais il n'empêche que l'enfant a aussi la capacité à voir qu'il a le droit ou pas de prendre ses jambes à son cou, qu'il a le droit ou pas ou qu'il doit, que l'adulte a raison, et d'une certaine manière la façon que vos parents ont eu d'être avec vous, et votre père en l'occurrence, a donné du pouvoir à cet autre homme. Vous voyez, c'est-à-dire parce que vous étiez dans un processus de soumission d'une certaine manière. Parce que c'est comme ça que vous êtes perçu, et au lieu de dire je suis. Vous voyez, c'était parce que tout un contexte, et après toutes les histoires s'accumulent, et s'accumulant font une sorte de lecture dans laquelle vous vous enfermez vous-même. Donc comment aujourd'hui je vais arriver à trouver un passage, quoi, enfin.
Alors déjà, laissez-vous le temps justement d'abord de tout ce qui est à faire après la mort de votre père, ne serait-ce que ce qui est à faire matériellement, hein, parce que ça implique des tas de choses où on est un peu en pilote automatique, et à la fois profiter de cela pour apprendre à dire que vous n'êtes pas disponible, pour apprendre à dire pas maintenant. On n'est pas obligé d'être violent, pour apprendre à dire oui, j'aimerais bien avoir la perceuse de papa. Même si ça, vous pourrez aussi l'analyser symboliquement. Mais voilà, mais amusez-vous de ça, c'est pas grave. Mais vous avez le droit de dire ça. Et quand ma mère me dit t'es intéressée toi aussi. Eh bien oui, vous êtes intéressée, parce que justement ce qui serait grave, c'est que vous n'ayez aucun intérêt. Parce que vous êtes intéressée, vous êtes animée de désir. Oui. Mais par rapport à un homme aussi, en même temps, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. En même temps, j'ai peur. J'ai peur peut-être de la... J'ai eu des relations charnelles, mais j'ai peur en même temps de la sexualité, de ce que ça peut engendrer, peut-être peur de souffrir une nouvelle fois. Je sais pas, il y a tout ça. Et donc je me dis, est-ce que je suis capable aujourd'hui de rencontrer quelqu'un? Mais oui, de toute façon, vous êtes capable de rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. La question, c'est est-ce que vous en ferez une rencontre et non pas une nouvelle soumission. Et c'est ça qui est important. Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous vous permettrez d'en faire une rencontre et non pas une soumission, pour ne pas retomber sur l'injonction de l'autre, la réponse au désir de l'autre, mais plutôt en faire l'occasion de l'expression de vos désirs. Et ça, c'est oui. Voilà, mais moi aussi, j'espère que vous allez y travailler sérieusement. Sérieusement. Voilà, donc parce que vos désirs, ils vous font... Et je crois que pour que vous puissiez répondre à cela, il faut que vous travailliez sur le sujet de ces désirs qui vous font peur. Parce que c'est parce qu'ils vous font peur. En fait, le danger n'est pas l'homme. C'est d'une façon générale, vous savez, il y a une chose curieuse entre les hommes et les femmes. Les hommes ont peur des femmes, les femmes ont peur des hommes. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'autre qui nous fait peur, ce sont nos propres désirs qui nous font peur. Ah oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit à un moment donné. J'ai dit, je crois que c'est de moi dont j'ai peur. Bien sûr, parce que quand une femme regarde un homme, elle regarde un être désirable et ayant peur de ses désirs, elle projette sur lui la dangerosité qu'il représente. Parce que évidemment, il réveille ses propres désirs. Et de même, quand les hommes ont peur des femmes, c'est parce qu'ils n'assument pas, ils ne sont pas tranquilles avec leurs propres désirs. Et que du coup, ils trouvent dans la femme, évidemment, l'objet de leurs désirs, de leur excitation, de leurs émotions, avec lesquelles ils ne savent pas faire. Et c'est ce qui fait la tension entre hommes et femmes. Mais c'est pas l'autre qui est coupable, c'est la peur que nous avons nous-mêmes de nos propres désirs. Ouais, alors il faut que j'en sorte de ça. Oui. C'est un sacré chantier. C'est pour ça que j'ai dit au début, j'ai peur d'être foutue tellement il y a un travail. Prenez le temps de ce travail-là, mais je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses. Et vous voyez, il aurait fallu que je note tout ce que vous m'avez dit. Vous podcasterez, voilà. Exactement. Vous j'ai peur il faudrait que mon inconscient enregistre, parce que l'inconscient, il a besoin d'entendre. Oui, mais l'inconscient, il lui faut du temps. Voilà, laissez sédimenter tout ça, Marie, et puis réécoutez, et puis prenez, puis jetez, puis reprenez, puis rejetez dans ce que j'ai dit, et puis ça fera son chemin, ne vous inquiétez pas. Oui, mais c'est vrai que vous avez... Oh là là, vous êtes... ouf. Vous avez une sacrée capacité. Enfin, c'est rare de rencontrer quelqu'un comme vous. Hein. Tous les psychanalystes ne sont pas comme vous. Hein. C'est aussi parce qu'ils ont tout le temps et ils ont raison de le faire tout en dentelle. Moi, je suis obligée d'aller un peu plus droit au but. Voilà. Ah oui, mais c'est très bien. Alors, en tout cas, j'espère que je n'ai pas remplacé mon père auprès de ma mère. Ça, je voudrais pas non plus. Étudiez tout ça sérieusement. Voilà, Marie. Oui, merci.
Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne continuation. Au revoir Marie. Oui, merci Marie. Merci Catherine. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain à 23h pour une dernière libre antenne ensemble avant le retour lundi de Caroline Dublanche. À présent, je vous laisse aux délices de votre nuit.